Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors écoutez, on va passer un petit peu de temps ensemble aujourd'hui pour parler d'un phénomène qui est vraiment d'actualité, qu'on appelle la contagion émotionnelle, et qui est spécifiquement d'actualité quand on vit aussi le confinement. Vous avez tous expérimenté, enfin vous êtes en train d'expérimenter cette espèce de huis clos émotionnel où ça bulle. Vous avez toutes les émotions comme ça qui vont d'une tête à une autre, d'un esprit à un autre, d'un corps à un autre, un peu comme des balles de revolver qui viennent ricocher contre les quatre murs, qui vous transpercent de toutes parts. Et ce n'est pas si évident que ça à gérer. On le voit bien, il y a un peu de frustration, il y a beaucoup d'anxiété chez beaucoup de monde. Il y a des gens qui le vivent très bien, notamment les personnes plutôt introverties qui sont habituées à l'ennui, qui est une forme d'émotion qui peut être bénéfique. Un petit message, petite parenthèse. Je trouve que cette parenthèse qui nous est imposée, cette figure imposée, nous ramène à des choses qu'on a classées comme non grata dans la société. Le silence et l'ennui. Alors le silence, je sais bien, quand vous avez des enfants, moi j'en ai des petits, on ne l'a pas toujours. Mais quand même, le fait de ne pas toujours être en interaction avec autrui, de ne pas être toujours dans une verbalisation, dites-vous juste que ça peut être bénéfique. Ça ramène un peu d'introspection et ça ramène à une lucidité de soi. Vous savez, quand on fait des métiers comme les vôtres, qui sont des métiers aussi de contact humain, où on est en interaction systématiquement avec les autres, souvent, on a cette tendance un peu naturelle, parce qu'on joue tous une espèce de comédie sociale, eh bien, à peut-être surjouer un rôle, ou à se donner un rôle qui n'est pas vraiment le nôtre, avoir une image un peu idéalisée de nous, qui est peut-être très très loin de nos vraies aspirations, nos vraies intentions, nos vrais besoins. Eh bien, je crois que cette période de confinement, elle peut vous ramener aussi, via l'ennui et via ces mécanismes de silence, vers une lucidité de soi. Donc ça, c'est un des bienfaits parmi toutes ces choses emmerdantes qui nous envahissent. Là, il y a au moins un bienfait qu'on peut garder en tête. Alors l'autre chose qui est, à mon sens, essentielle aujourd'hui, c'est la question de son empreinte émotionnelle. Par rapport à ce que je vous disais avant, avant Covid-19, on était tous un peu conscients qu'il fallait faire son examen de conscience de son empreinte carbone. Et c'est toujours d'actualité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette crise qu'on vit actuellement, elle nous donne l'opportunité de faire un examen de conscience de notre empreinte émotionnelle. Et là, il va falloir choisir son camp. Est-ce qu'on a envie d'être, que ce soit dans notre sphère perso ou dans notre sphère professionnelle, que ce soit vis-à-vis de notre partenaire, vis-à-vis de nos enfants, nos amis, ou alors vis-à-vis de nos collaborateurs, nos clients, est-ce qu'on a envie d'être un agent pathogène d'émotions bénéfiques ou d'émotions toxiques? Et moi, aujourd'hui, je suis un peu parti à la guerre. Il y a plusieurs guerres en ce moment à mener contre ce qu'on appelle les enflures toxiques. Ce sont ces personnes qui, au travail ou dans le cadre familial, vous pourrissent la vie. Ce sont des personnes qui systématiquement diffusent ou kalachnikovent d'émotions toxiques qui ont un impact sur votre santé parce que ça développe tout un tas de troubles psychosomatiques chez celui qui les reçoit, ces émotions toxiques, mais également chez celui qui les émet. C'est-à-dire qu'à force d'émettre des choses un peu crasseuses autour de soi, au bout d'un moment, on a un retour de bâton psychique et on en paye un moment le prix parce que moi, j'ai un peu moins le temps maintenant, mais fut une époque, j'allais systématiquement dans des cliniques privées retrouver des anciens cadres de la place parisienne notamment qui avaient subi un burn-out, qui étaient burn-outés jusqu'à l'os. Et toutes ces personnes, en regardant dans le rétroviseur de leur vie, avaient ce même constat. Elles se disaient, soit elles étaient elles-mêmes déconnectées de qui elles étaient, en disant, tiens, j'ai joué à un jeu pendant trop longtemps, soit, en fait, j'ai pendant trop longtemps fait du mal. J'ai été un émetteur ou une émettrice d'émotions toxiques. Et quand j'en ai pris conscience, généralement vers les 50 ans, ça m'est revenu au visage comme un boomerang assez violent et ça a créé en moi une espèce d'éruption volcanique psychique qui m'a mis par terre et qui m'a fait prendre conscience que dans la vie, il y avait pas mal de regrets et de remords. Donc pour vous éviter tout ça, moi je vous invite à réfléchir pendant cette période de crise à ça, à son empreinte émotionnelle. Est-ce que j'ai envie d'être un Jedi de l'émotion ou plutôt le Dark Vador des émotions? Est-ce que j'ai envie de faire du bien autour de moi ou est-ce que j'ai envie derrière de faire des choses qui sont destructrices, que ce soit vis-à-vis de mes équipes aussi ou vis-à-vis du client, etc. Et vous savez, quand on est en position en plus hiérarchique dans une organisation, on dispose d'un pouvoir extraordinaire. Alors, on a les références qu'on a, mais vous vous souvenez sans doute tous de cette réplique dans Spider-Man.
qui disait la chose suivante. On disait, bah, tiens, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités émotionnelles. Quand on a une position hiérarchique dans l'entreprise, quand on a un petit peu un éventail de subordination devant nous, avec des gens qui dépendent de nous, et bien là, on a un rôle à jouer parce qu'on bénéficie d'un degré d'attention supérieur. Et les gens nous scrutent beaucoup plus que d'autres personnes dans l'organisation. Ils nous imitent plus facilement. Ils repèrent plus facilement toutes nos mimiques, toutes nos micro-expressions émotionnelles qui sont extrêmement contagieuses. Donc, on est un agent extrêmement contagieux lorsqu'on a une position de direction. Donc là, il faut être encore plus conscient de cette responsabilité émotionnelle. Donc, quand vous choisissez d'être dans un rapport bénéfique, donc ne cherchez pas toujours à écraser l'autre, que ce soit dans des négociations ou des choses comme ça, ou même dans un acte de vente ou un acte d'achat, suivant votre position. Quand vous cherchez plutôt quelque chose qui soit aussi bénéfique à l'autre, eh bien vous créez, et ça vous le savez, un contrat moral qui dure sur le long terme. Vous créez une relation qui est plutôt durable et positivement durable. Donc l'émotion, elle a aussi ce bénéfice-là. Lorsqu'elle est positive, lorsqu'elle est bénéfique, eh bien, c'est de créer des interactions fortes. Et derrière, où l'autre vous fera beaucoup plus facilement des concessions, aura même plaisir à vous faire des concessions ou à vous acheter ceci ou cela. Donc, on a tous un intérêt à trouver ça, à agir comme ça. Et en plus, derrière, c'est bon pour votre santé physique. On remarque que les gens qui sont dans ce registre-là, eh bien derrière, sont des personnes qui sont en meilleure santé, ont un système immunitaire qui est plus costaud, régulent plus facilement également leur angoisse. Et on le sait qu'aujourd'hui, c'est primordial, je reviens à l'actualité, mais les personnes qui se laissent envahir par cette anxiété chronique qui peut vous ronger, parce qu'aujourd'hui, on vit les plus grandes peurs dans la hiérarchie des peurs. On a la peur de mourir. Oui, Covid-19 tue à différents âges. La peur pour nos enfants, qui peut être la peur de la mort pour eux, mais également la peur par rapport à leur avenir économique, etc. Et vous avez également une peur qui est liée à votre emploi. Perte d'emploi, est-ce que ma boîte va résister? Comment ça va se passer après, etc. Ce sont les trois peurs les plus fondamentales au XXIe siècle. Et bien aujourd'hui, lorsqu'elles sont combinées, c'est dur à gérer. Et quand on n'est pas capable de réguler ça à minima, et qu'on se laisse envahir par ça, et qu'on se laisse envahir de manière latente, et bien après, ça se transforme en une anxiété, une angoisse qui peut vous amener à des troubles dépressifs, qui peut vous amener à des mécaniques de désespoir, etc. Et qui peuvent, et c'est là le comble, diminuer la résistance, la puissance de votre système immunitaire et vous rendre encore plus perméable au virus, donc aussi à Covid-19. Plus on est anxieux, plus on est angoissé, plus on risque de choper le truc aussi. Donc là, il y a quelque chose d'intérêt public pour aussi prévenir en fait tout ça et pas attraper si facilement que ça ce sale virus qui court un peu partout. Alors la contagion émotionnelle, vous savez, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est quelque chose d'universel. L'émotion, tout le monde là en partage. On est plus de 7 milliards sur cette petite boule bleue, à l'avoir, je l'ai dit en introduction, capturé et transmis, cette particule presque de Dieu qui anime là nos espèces de corps robotiques, qui est l'émotion. Derrière, il faut juste avoir conscience que c'est ça en fait qui fait l'essence même de la vie. C'est ça qui fait l'essence même d'un moment de vérité en fait dans un acte marketing ou dans un acte d'achat. S'il n'y a pas ça, c'est juste une espèce de photographie terne. Il ne se passe rien. L'émotion, elle vous permet de rendre cette photographie animée. On ne parle plus de photographie, on est après dans un dessin animé. Et les gens préfèrent acheter des films que des photos actuellement. Donc, on est dans cette recherche-là. Donc, l'émotion, c'est quelque chose qu'il faut cultiver en soi. Et moi, j'ai envie de vous dire, le rapport que vous avez avec vos collaborateurs, avec vos clients, aujourd'hui, et là, je m'adresse spécifiquement aux parents qui nous regardent présentement, et ce rapport-là, ce lien affectif que vous essayez de créer dans un rapport business, essayez de le créer aussi aujourd'hui avec vos gamins. Alors, je sais que ce n'est pas évident. Je sais que certaines personnes souffrent de ce qu'on appelle le burn-out parental, H24, là, avec des petits gnomes qui sont logistiquement en train de systématiquement vous demander des trucs. Mais je trouve que c'est l'occasion unique de recréer du lien affectif avec eux. Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants actuellement? On les laisse systématiquement,
ils passent un temps énorme. La majorité de leur temps, ils la passent finalement avec les enseignants, avec les instituteurs, etc. Et très peu avec nous. Ça dose très homéopathique finalement, la relation parent-enfant. Ben, je trouve que là, ce confinement devrait nous obliger d'une certaine manière à recréer du lien affectif authentique avec eux. Et ça, eh ben, ça a plusieurs avantages. Non seulement pour eux, parce que vous allez éviter de créer une génération d'hypocondriaques. Il faut juste être au courant que quand on a des angoisses fortes, quand on a des figures d'autorité, quand on est le parent, et que derrière, on se met à angoisser fortement, eh ben, on a des petites éponges autour de nous qui s'imbibent très rapidement de ces angoisses et de ces anxiétés-là. Et on peut très vite, par ce canal-là, faire naître chez nos petites têtes, blondes, brunes ou autres, eh bien, des phases dépressives, des troubles mentaux type troubles généralisés de l'angoisse et créer donc des hypocondriaques, les traumatiser d'une certaine manière. Alors que si on essaye de réguler, je vais vous donner des petits trucs après, cette angoisse-là, et à nouveau qui sert dans toutes les sphères pro et perso, et que derrière, on leur présente la réalité. Oui, la peur, ça existe. Oui, il faut se préoccuper un peu de la situation, mais on va y arriver. Il y a de l'espoir dans tout ça. On va sortir à un moment de ce confinement et de cette crise, etc. Eh bien, derrière, vous ne délivrez pas votre émotion de manière brute ou brutale. Ils l'aperçoivent, ils en comprennent les causes, ils en comprennent les conséquences, ils retiennent la leçon. Tout ça est imprégné dans leur base de mémoire. Et ils auront compris, ce sera la leçon du confinement. C'est quoi l'angoisse? C'est quoi la peur? C'est quoi la colère? C'est quoi la frustration? Et derrière, vous en ferez des gamins un peu plus émotionnellement intelligents qui géreront beaucoup plus facilement le stress après. Et qui, en plus, et c'est là l'effet quasi magique, derrière, lorsque vous aurez des vraies discussions de fond avec eux là-dessus, que vous serez en pleine conscience en train de jouer avec eux pour désamorcer un petit peu l'effet de ces angoisses, etc., en vous déconnectant de votre téléphone, en vous déconnectant des chaînes d'actualité qui sont extrêmement anxiogènes et qui nous bombardent eh bien, de tout un tas d'éléments stressants, et bien là, votre enfant, en fait, il ne va plus avoir dans sa tête le réflexe de crier, d'hurler, de se manifester pour regagner cette attention que vous ne lui accordez pas. En fait. Et ben, c'est exactement la même chose dans un acte business. C'est-à-dire que quand on arrive à créer comme ça un lien affectif authentique avec l'autre, eh bien l'autre nous le rend bien. Et l'enfant, il vous le rend par un comportement beaucoup plus paisible, beaucoup plus à l'écoute. Eh bien le client, le collaborateur, c'est exactement la même chose. Quand vous êtes en écoute active, que vous ne pensez pas à autre chose, que vous consacrez du vrai temps de cerveau disponible à l'écoute des angoisses de l'autre, à de la pédagogie vis-à-vis de ce que vous vivez et de votre stratégie, eh bien derrière, vous avez retour sur investissement affectif. C'est une valeur refuge qui est aujourd'hui beaucoup plus puissante que n'importe laquelle des valeurs refuges, que ce soit l'immobilier, alors sous Macron c'est un peu compliqué l'immobilier, ou l'or. La valeur refuge qui est la création de ces liens affectifs qui créent des souvenirs entre les individus et qui à un moment s'active chaque fois qu'on revoit la même personne et qui vous place tout de suite en fait dans un moment positif où on a envie finalement de socialiser, de faire plaisir à l'autre. Et dans un acte business, faire plaisir à l'autre, c'est quelquefois faire des concessions, c'est avancer sur un contrat, c'est revenir sur quelque chose que vous aviez en tête ou un changement d'alinéa ou autre chose. Un collaborateur, c'est peut-être redéfinir avec lui des éléments de sa mission et que cette personne-là soit plutôt dans l'acceptation plutôt que tout de suite d'entrée de jeu dans le rejet et dans l'opposition. Donc, moi, je vous invite à vous entraîner en fait pendant ce confinement vachement sur vos enfants, sur votre femme, votre mari, enfin sur les personnes que vous avez à disposition dans ce huis clos émotionnel extrêmement bulant. Et je trouve que c'est le meilleur entraînement possible. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, j'ai eu des discussions comme ça à l'époque sur des plateaux télé avec d'anciens ministres de la Santé ou de l'Éducation. La recommandation que j'ai, c'est que dès le plus jeune âge, on devrait apprendre ces compétences émotionnelles, l'écoute de l'autre, l'empathie, à essayer d'arriver à un consensus, la régulation de ses émotions, pour justement plus facilement eh bien, soit désamorcer des situations violentes, soit créer ce fameux lien affectif dont je vous parlais. Et ça commence dès la crèche. Vous avez des chercheurs, aujourd'hui des économistes célèbres, qui ont montré que quelques heures suffisent par semaine
et dès la petite enfance, si on éduque un peu les enfants à ce dictionnaire affectif, si on leur apprend les gammes émotionnelles, les conséquences à ressentir telle ou telle émotion, à être dans telle ou telle ouverture d'esprit ou psychique avec les individus, quand on leur apprend les bénéfices de tout ça très jeune, eh bien, ils l'appliquent en fait, ils l'implémentent très rapidement. Et ce qu'on constate, c'est que dans les pays où on le fait, ou dans les régions où on le fait, on augmente de 10% le score d'intelligence émotionnelle. Tout ce que je vous raconte là, c'est autour de l'intelligence émotionnelle. Ce sont des capacités qu'on développe. De 10% le score global au niveau de la population, et on diminue de 10% eh bien, les coûts de santé associés à des carences au niveau de ces compétences émotionnelles. Et les carences, c'est quoi? C'est quand vous laissez totalement imbibé par de l'angoisse qui peut être après paralysante, qui peut vous empêcher de faire plein de choses dans la vie, y compris de décider. Vous avez des métiers où normalement vous payez pour décider. Quand vous avez un trop plein d'angoisse et que vous ne savez pas les réguler, souvent c'est la paralysie et c'est le statu quo. On ne fait plus rien. Donc finalement, on n'est plus en ligne avec sa mission première de prendre une décision dans des environnements certes complexes, mais de prendre des décisions quand même. Eh bien, lorsqu'on n'est pas armé pour ça, derrière, effectivement, il y a plein de désagréments qui viennent en nous. J'en ai dit quelques-uns. Vous en avez après au niveau de votre angoisse avec la consommation de boîtes d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs qui ne font que grossir le trou de la sécurité sociale. Bon, bref, on aurait à y gagner d'un point de vue sociétal, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue performance, parce qu'on remarque d'ailleurs que les gens qui sont dans ce registre-là ont une employabilité plus forte. Et pour votre corps de métier, eh bien, génèrent des chiffres d'affaires, des ventes supérieurs à des personnes avec des scores d'intelligence émotionnelle plus faibles. Donc, il y a plein d'intérêts. Et puis, on remarque d'ailleurs que dans un couple, lorsque vous en avez un des deux qui est émotionnellement intelligent, ça garantit une espèce d'harmonie. On le voit en ce moment. Ça peut être un peu conflictuel. Moi, je reçois beaucoup de messages entrants me disant « j'en peux plus de mon mari, il va y avoir des conséquences à la fin de ce confinement » ou l'inverse « j'en peux plus de ma femme, à la fin il va y avoir des sanctions, etc. » On le voit malheureusement avec la hausse des violences conjugales, etc. et des violences toutes, verbales et physiques faites à l'autre, et y compris aux gamins. Donc là, voilà, développer ce type de compétences, c'est supra-utile pour quelque part, maîtriser de manière intelligente ce phénomène de contagion émotionnelle. Je maîtrise tout en restant authentique mes émotions et les émotions qu'à un moment, en tant que figure d'autorité ou en tant que chef dans ma business unit ou dans mon équipe, je vais instiller chez l'autre. Et quand vous arrivez à faire ça, je peux vous assurer que, je ne vais pas dire que vous êtes le roi du monde, mais vous êtes quelqu'un qui a une vision en contre-plongée de la situation. Vous voyez tout, vous êtes alerte de tout, vous êtes capable de filtrer, de trier, de retenir que le bon, de motiver, de créer des élans derrière, d'entraîner, de décider, de prendre des décisions aussi quelquefois difficiles à prendre, etc. Donc, vous avez tout un tas de bénéfices à être dans ce registre-là. Ce qui est aussi important, c'est de se dire que maîtriser cette contagion émotionnelle, c'est en fait se donner à tout le monde d'une certaine manière. Même si on ne part pas tous sur la même ligne de départ par rapport à notre éducation, par rapport même à des facteurs génétiques, ça j'y reviendrai peut-être dans vos questions, mais voilà, on peut avoir déjà un bagage, un lourd bagage à traîner, ne serait-ce que sur quelques générations. Les chercheurs, les neuroscientifiques arrivent aujourd'hui à le montrer. Mais on peut quand même tous faire bouger les lignes. Il y a un delta positif qui est possible d'atteindre. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est par l'entraînement. Et le meilleur entraînement, ce sont les expériences de vie. Je veux dire, l'expérience qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle est nutritive, elle est inédite. Tout ce qui est inédit, en fait, est extrêmement calorifique, nutritif d'un point de vue psychique. C'est un espèce d'accélérateur, un booster d'apprentissage. Donc là, il y a des choses peut-être aujourd'hui à vivre que vous n'aviez pas vécues avant. Il faut peut-être se lancer dans le grand bain. Il faut essayer. Peut-être sans filet, etc. Les leçons que vous allez retenir de ces moments-là, ils vont s'ancrer dans votre base mémorielle et ils vont vous servir à muscler, même si le cerveau n'est pas un muscle, votre intelligence émotionnelle. Lisez un maximum. On remarque aujourd'hui, lorsque vous lisez des romans de fiction, eh bien derrière, vous allez booster votre empathie, votre compréhension de l'autre. L'empathie, c'est la capacité à comprendre
les émotions de l'autre, à les ressentir, tout en sachant que c'est une émotion qui ne vous appartient pas, c'est l'émotion d'autrui. Ça peut être super utile quand vous êtes face à un client ou un collaborateur qui vient avec un comportement émotionnel alpha, bêta ou gamma. Donc ça, faites-le. On a l'occasion aujourd'hui en couper un peu aussi la télé et consommer un peu plus de livres. On a une application qu'on a créée et qui peut vous intéresser, qui est totalement gratuite et qui fonctionne sur smartphone, iOS ou Android et qui s'appelle Dr Mood, DR, plus loin Mood, M-O-O-D, comme l'humeur. Et cette application, elle vous aide. Non, on ne veut pas vous rendre dépendant à cette application. Elle doit vous servir pendant 6-7 mois et après, vous êtes autonome. Mais dans cette application-là, eh bien, vous pouvez diagnostiquer en moins d'une minute l'émotion que vous ressentez. Parce qu'on est dans le pays, l'un des pays où on a le plus de difficultés à mettre un mot sur les émotions qu'on ressent. Et ça, c'est plutôt emmerdant. C'est comme chez le médecin. Vous allez chez le médecin et il est incapable de poser le bon diagnostic. Comment voulez-vous derrière que l'ordonnance soit bonne? C'est la même chose pour votre cerveau et pour votre corps. S'il ne fait pas le bon diagnostic, s'il ne décèle pas la bonne émotion qui a créé telle ou telle manifestation physique, physiologique chez vous et qui veut vous avertir d'un truc important pour vous, et que vous l'avez mal diagnostiqué, derrière, vous allez avoir un comportement à l'envers. Vous allez avoir un comportement absolument pas adaptatif, totalement dysfonctionnel, que vos enfants, que votre partenaire, que vos clients, que vos collaborateurs ne vont pas comprendre. Et donc derrière, boum, il y a tout de suite une baisse de l'adhésion, une baisse de l'écoute, etc. Quelque chose qui derrière va vous desservir. Donc cette app, elle vous permet de mettre un mot réel sur ce que vous ressentez. Les bienfaits, les inconvénients à ressentir ce que vous ressentez. Et derrière, Dr Mood vous donne, si nécessaire, s'il y a un trop-plein de cette émotion, vous donne des outils pour réguler cette émotion-là. Que ce soit des exercices de respiration abdominale, que ce soit des recommandations en lecture ou alors des recommandations en termes de films à regarder. On a un peu de temps en ce moment, surtout le soir. On s'endort souvent un peu plus tardivement parce qu'on a fait peut-être un peu moins de choses dans la journée, on s'est moins dépensé physiquement. Bon, bref, ça, c'est une chose qui est intéressante. Pour les entreprises, je vous donne encore autre chose. On a lancé une plateforme, et après, j'arrête avec tous ces outils et puis je vais entendre vos questions, mais qui s'appelle Mood Work. Mood, à nouveau, M-O-O-D, comme l'humeur, work, comme le travail. Et ça, c'est une app qui permet à tous les salariés d'entreprise, d'ailleurs, on l'a mis aujourd'hui gratuitement à disposition de toutes les collectivités, de tous les EHPAD, on a plus d'une trentaine d'EHPAD qui l'utilisent, des hôpitaux, des commissariats, des gendarmeries, des collectivités, etc. Bref, c'est une plateforme pour les salariés qui permet aux salariés de faire un bilan des facteurs de bien-être et de mal-être au travail, ou même au télétravail, ça marche aussi. On s'est un peu adapté par rapport à ça. Et derrière, de vous proposer pendant plusieurs semaines des exercices faciles à faire chez soi pour travailler sur certains facteurs à risque qui peuvent un petit peu vous amener vers des émotions toxiques qui vont vous mettre un genou à terre. Donc voilà, là j'ai un peu parlé, je sais qu'on a un timing un peu plus réduit, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de répondre à vos questions. Donc si vous en avez, je vais essayer d'y répondre. Voilà. Alors, je reprends la main pour les questions. Christophe? Oui. Donc, il y a beaucoup de questions autour de l'intelligence émotionnelle. Donc, une des premières questions, c'est donc, vous parlez de score d'intelligence émotionnelle. Comment mesure-t-on cette intelligence émotionnelle? Alors, il se trouve que ce que je vais vous dire là, je ne pouvais pas vous le dire il y a 2 ans et demi. Donc, c'est un long travail de R&D avec mes équipes de recherche et on a créé un outil, un test qui s'appelle le QE Pro. QE pour quotient émotionnel, Pro pour professionnel. Donc, vous googlez, vous faites QE Pro, vous allez tomber sur le site. Et cet outil, c'est un test d'intelligence émotionnelle qui est spécifique aux managers et aux dirigeants français. On n'a pas voulu faire une adaptation d'un test américain dans une culture française qui est quand même un peu différente, et avec tous les biais statistiques, etc. qu'on connaît. Cet outil-là, il est fiable. C'est un test qu'on appelle un test de performance, un peu comme les tests de logique que vous faites chez le psy où on vous demande tiens, quelle est la suite logique de tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose, on dit, c'est pas une affirmation de vous, on dit tiens, je suis empathique ou tiens, je suis à l'écoute d'autrui sur une échelle de 1 à 7, dites si vous êtes d'accord ou pas avec ça.
bon, à moins de vous montrer, voilà, vous voulez pas paraître comme étant un sociopathe à tout le monde, donc vous allez plutôt répondre 7. Non, dans ce test, le test de performance, bah, vous savez ou vous ne savez pas en fait. Il y a un choix multiple, il n'y a qu'une bonne réponse jugée bonne par des résultats de recherche en neurosciences, en psychologie cognitive, en psychoclinique, etc. Ce test-là, c'est 25 minutes de temps de passation. Et là, je vous donne un peu une exclue, c'est que par rapport à ce qu'on vit là, par rapport à cette crise qu'on vit là, on a décidé avec nos équipes de le rendre pendant la période du confinement totalement gratuit. Donc vous allez sur QE Pro, vous allez à la rubrique Contact et là vous écrivez, c'est Muriel qui est en charge de tout ça. Donc c'est gratuit si on est manager, c'est un test qui est spécifique au manager. Et on a trouvé utile en fait de vous donner accès à ça. Alors les résultats peuvent peut-être être biaisés pour certains, vu le contexte très anxiogène, etc. Mais en le faisant, vous allez avoir une petite photographie, vous allez déjà avoir un retour sur les résultats, même si c'est un retour automatisé. Et derrière, vous allez aussi surtout avoir un mail avec du contenu, avec des références, avec des liens vers des vidéos YouTube réalisées soit par ma collègue, soit par moi, soit par quelqu'un de l'équipe, etc., qui vont vous permettre à un moment de travailler cette compétence-là. Le mieux étant, à un moment, et ça je vous le dis quand même, c'est d'être débriefé par un spécialiste, psychologue ou coach certifié, QE Pro, qui puisse vous faire ça en 1h30. Alors ça, on n'a pas assez de ressources actuellement parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais peut-être dans un T2, revenir une fois que vous avez déjà passé ce test-là et peut-être demander un débrief et derrière, peut-être pourquoi pas un accompagnement qui pourra se faire. Alors ça, il faudra le penser après le confinement. Mais voilà, aujourd'hui, on a un outil made in France qui existe, qui est super fiable, avec un temps de passation quand même assez record. Généralement, ces tests-là, ça dure entre 1h30 voire plus. Donc nous, on a voulu, c'était un de nos défis, se caler dans l'agenda des managers. Alors là, vous avez un peu plus de temps. Mais bon, bref, voilà, cet outil, il est à dispo. Et en plus, il est gratuit en ce moment. Une autre question? Ouais. Alors, du coup, quelle est la différence entre l'intelligence émotionnelle et l'empathie bienveillante? Ok. L'empathie, c'est une des dimensions de l'intelligence émotionnelle. Et vous avez remarqué, dans mon discours, je vous ai parlé à un moment d'empathie. Moi, j'aime bien parler du goût de l'autre aussi, si cher à Jean-Pierre Bacry, et de régulation émotionnelle. Ça, ce sont deux des compétences de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que l'empathie, ça va être la porte d'entrée à l'émotion. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas empathique, si vous êtes un mauvais récepteur, eh bien, ça va être difficile de capturer l'information que votre cerveau émotionnellement intelligent, à un moment, va traiter à toute vitesse pour arriver justement à une stratégie de régulation émotionnelle, soit continuer à ressentir cette émotion-là dans la situation présente parce qu'elle vous permettra une meilleure adaptation, soit au moment de baisser son intensité, soit tout simplement la modifier pour passer à une autre émotion qui colle plus à la situation. Donc sans empathie, c'est difficile d'avoir cette fameuse information entrante qui après sera traitée par le cerveau émotionnellement intelligent pour arriver à un comportement adéquat dans la situation. Donc c'est une des composantes. Ok. Et d'ailleurs, juste à ce sujet, pardon, parce que vous me tendez la perche sur l'empathie, moi j'ai un petit message aussi à faire passer. Dernièrement, là, j'avais une émission radio, on m'interrogeait là-dessus. Et vous savez, l'empathie, c'est ce qui permet de créer du lien collectif. Il faut se dire quand même une chose. Pourquoi est-ce qu'à la base, là, on est tout en haut de la pyramide des espèces? Ce n'est pas parce que musculairement, on est les plus costauds. On n'a pas les incisives d'un T-Rex non plus. C'est parce qu'on a réussi à s'organiser. C'est que collectivement, on a réussi à réaliser des choses. Vous prenez aujourd'hui l'astrophysicien le plus intelligent sur cette petite boule bleue, il est incapable à lui seul d'envoyer des types sur la Lune. C'est parce qu'à un moment, on a réussi à créer comme ça une collectivité d'intelligence, à créer une dynamique groupale qui nous a permis, par la somme, par l'agrégation et la synergie de tout ça, de créer quelque chose de suffisamment puissant pour arriver à cette logistique-là et à cette performance d'envoyer quelqu'un sur la Lune. Donc derrière, l'empathie, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans empathie, la société s'écroulerait.
Et il y a tout un tas de manifestations de cette empathie et de ses conséquences. Moi, dans mon quartier, dans mon voisinage, on a créé un groupe WhatsApp où on s'organise, que ce soit pour les courses, que ce soit pour, voilà, tu as besoin de sel, tu as besoin de je sais pas quoi, de white spirit parce que tu es en train de repeindre je sais pas quoi chez toi, etc. Bon, bref, c'est par ce collectif-là qu'on s'en sortira. Seul, on n'est pas assez puissant. Et l'empathie, elle permet de créer ce lien en là, et elle est supra utile. Et justement, c'est pour ça que j'en appelle aux uns et aux autres. Ce confinement, quand je dis tiens, créer du lien affectif, etc., c'est pour sortir de ce narcissisme ambiant. C'est pour sortir de cet égocentrisme qui est vraiment latent et prégnant dans notre société. Moi, j'en ai marre en fait de tout ça. C'est aujourd'hui, on a créé une société extrêmement individualiste et je pense que ce qu'on vit là est juste un rappel à l'ordre de si tu n'arrives pas à t'organiser, si tu n'arrives pas à te coordonner de manière intelligente et de manière collective, eh ben c'est foutu. Donc, retenons cette leçon et cultivons encore plus cette empathie, ce goût de l'autre. Je vous ai donné 2-3 pistes avec les romans de fiction à lire. Je pourrais vous dire aussi, si vous jouez de la musique avec vos enfants ou avec quelqu'un, eh ben, faites-le là, pendant cette période de confinement. Discutez en musique. Des études de neuroscientifiques vous montrent que ça booste la compréhension de l'autre sur un fond sonore. Une autre question. Donc, est-ce que la méditation, pour vous, peut être un moyen pour augmenter son intelligence émotionnelle? Et dans le même style de question, le digital detox est-elle une belle opportunité pour développer ses capacités émotionnelles? Ouais. Alors, méditation. Alors, méditation, des fois, c'est un grand mot. Les gens ont quelquefois peur. On se voit tout de suite avec une espèce de toge, avoir une vie avec un électroencéphalogramme totalement plat, etc. Non. Méditation, dites-vous que c'est un truc qui est naturel, qui est tout simple. Si certains d'entre vous avaient la chance voilà, de voir là, je sais pas, une forêt pas loin, d'avoir quelque chose de végétal ou même dans la rue, fixez ça. On sait que là, vous rentrez directement, lorsque vous êtes en résonance avec l'oscillation des petites feuilles, avec le chant des oiseaux, etc., vous rentrez directement en résonance avec la nature. Et la nature, elle a un pouvoir thérapeutique extraordinaire, qui est aussi puissant que celui de ce personnage fictif, John Coffey, dans La Ligne verte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce roman de Stephen King adapté au cinéma, avec Tom Hanks notamment dedans. Et John Coffey, qui est ce grand acteur black américain, eh bien, était capable, chaque fois que quelqu'un allait le voir avec un problème, de transformer le négatif en positif. C'est exactement ce que fait la nature avec nous. Lorsqu'on se balade en forêt, lorsqu'on la regarde, lorsqu'on l'observe, ne serait-ce que quelques minutes ou heures, eh bien, tout ça fait baisser la tension artérielle, ça fait baisser l'intensité de vos angoisses, ça fait baisser l'intensité de votre colère, etc. Les phytocydes qu'on respire également quand on se balade un petit peu, là, quand vous avez le droit à votre jogging là, dans 1 kilomètre, dans un rayon d'1 kilomètre, etc., et que vous êtes là-dedans, eh bien, le simple fait de respirer ça a aussi un effet calmant et détox, pour reprendre l'expression utilisée pour la deuxième question. Donc, il y a plein de moyens d'entrer en méditation. Quand vous êtes en pleine conscience avec vos enfants, que vous avez tout débranché, que vous jouez vraiment avec eux, et bien là, vous êtes aussi en pleine conscience. Exactement la même chose pour les animaux de compagnie. Si vous avez des chiens ou des chats, alors aujourd'hui, il y a toute une réflexion. On se dit, tiens, là, il y a un tigre, un machin qui a eu, je ne sais plus d'ailleurs si c'était un tigre ou un lion, mais qui a attrapé Covid-19. Il y a 2 cas de chiens en Chine. Bon, bref, quand même, ça reste pour l'instant quelque chose d'assez rare et rarissime. Mais derrière, on sait qu'il y a tout un tas de bienfaits à jouer avec son chat ou son chien. Lorsque et le maître et le chien jouent avec l'animal de compagnie, les deux vont sécréter de l'ocytocine, qui est le baromètre chimique du bien-être chez les mammifères, et en grande quantité. Et bien ça a aussi un effet supracalmant sur, j'allais dire, ce surdosage d'émotions toxiques qui aujourd'hui nous bombardent. Et ça, on peut l'appeler aussi méditation. L'acte de lecture est un acte de méditation. L'acte de vaisselle, l'acte de repassage. J'ai jamais autant repassé à titre perso que durant ce confinement. À vrai dire, je ne savais même plus ce que c'était avant. Eh ben, je peux vous assurer, voilà, ça, c'est un acte méditatif qui vous permet d'évacuer le toxique. Donc, c'est un filtre naturel. Et par rapport à la deuxième question,
sur le digital detox. Ben, effectivement, paradoxalement, nous, on a créé des outils digitaux pour réguler nos états émotionnels. Alors qu'on sait pertinemment qu'une surconnexion, une surdépendance à Internet, aux réseaux sociaux, génère en nous des émotions toxiques, avec des points d'angoisse factices qui n'ont pas lieu d'être, mais qui mettent quand même en route toute une mécanique dans le cerveau qui est extrêmement énergivore. Ben, nous, on a voulu soigner le mal par le mal. Aujourd'hui, les gens consomment du digital. Ben, nous, notre idée, c'était de se dire, OK, ben, on va créer des outils digitaux, on va essayer de les rendre on va essayer de baisser au maximum leur dépendance, en fait, et pour que derrière, les gens puissent s'autonomiser, puis juste comme ça, acquérir les outils et après s'écarter eh bien de la plateforme ou de l'app. Mais c'est vrai que voilà, on soigne le mal par le mal et on a aujourd'hui des résultats et des retours d'utilisateurs qui sont extrêmement encourageants. Et ces personnes-là c'est ce qu'on avait toujours espéré, ont diminué aussi de manière drastique leur conso en fait des réseaux sociaux. Ils n'ont plus cette fameuse FOMO, Fear of Missing, peur de manquer, chaque fois qu'ils se déconnectent, qu'ils quittent le wall, le fil d'actualité, et que ça ferait naître en eux une espèce de ressenti ou sentiment d'être rejeté socialement par la communauté parce qu'on n'est plus à la page, parce qu'on a loupé un truc, etc. Ça disparaît parce que les apps qu'on leur propose leur fournissent des outils pour faire disparaître ça, tout simplement. Une dernière question peut-être? Allez. Alors, quelles astuces… Vous voulez, hein, vous me dites. Hein, Je ne sais pas, c'est déjà 18h39, donc quelles astuces pour gérer ses émotions, ne pas se laisser submerger par ses émotions et prendre des filtres inappropriés? Alors, je vais vous dire un truc qu'on peut peut-être plus cultiver maintenant parce qu'on a un peu plus le temps à la maison. Moi, j'ai envie de vous inviter à revenir à l'amour de la cuisine, en fait. Quand on est dans une vie tout en activité, tout en cadence, avec des cadences fortes, avec des timings serrés, etc., souvent c'est quelque chose qu'on bâcle. On essaie de manger un peu plus rapidement. Là, essayez de… Voilà, il y a des producteurs qui livrent, il y a des réseaux qui s'organisent, il y a des bouchers, il y a des poissonniers, il y a des légumes à disposition. Essayez de prendre ce temps-là, notamment pour co-cuisiner avec vos enfants, avec votre partenaire de vie, si vous en avez, etc. Et derrière, je peux vous assurer que non seulement vous allez être dans un élément un peu méditatif, vous allez rentrer dans un schéma mental de méditation, mais en plus, vous allez soigner votre deuxième cerveau, les intestins. Et aujourd'hui, on sait que les émotions que vous ressentez, qui sont produites à un moment en vous, eh bien, ne sont pas produites que là-haut. C'est-à-dire que quand vous mangez bien des produits qui ne sont pas des produits industriels, alors il ne faut pas non plus trop de viande rouge, etc. Mais quand vous mangez sainement, que vous faites tout ça avec l'amour, eh bien là, il y a des messages qui sont envoyés du bas vers le haut. Vous savez peut-être qu'il y a des centaines de millions de neurones qui tapissent nos parois intestinales. Eh bien, il y a une communication entre ces neurones du bas et les neurones du haut. Et cette communication, elle se fait soit par voie électrique, via le nerf vague, soit par voie sanguine. Voilà. Et là, on sait qu'aujourd'hui, il y a des messages qui passent entre ces deux cerveaux et qui vont jouer sur notre émotionnalité, c'est-à-dire sur les émotions qu'on va ressentir à un instant T. Et plus on bouffe mal, plus on bâcle ce processus-là, cette espèce de tradition en plus française, plus on fait naître en nous des points d'angoisse totalement irréels, non fondés, et qui ont des vraies répercussions sur notre sommeil, sur notre digestion, sur notre irritabilité, sur notre tendance à des phases dépressives, sur notre morosité, etc., etc. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, ça c'est une idée un travail qu'on peut faire pour un moment se rééduquer émotionnellement et booster son intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça ne se passe pas que là, ça se passe aussi en bas. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, ce qu'on pensait être pendant longtemps la succursale de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire le cerveau du bas, on est de plus en plus en train de se dire que c'est peut-être finalement le siège social. Parce qu'on sait que
sur 10 échanges, 10 échanges entre le haut et le bas, 9 viennent du bas, vont du bas vers le haut. Donc, on se demande qui téléguide qui. Une dernière pour la route? Allez, pour la route. Mais allez-y, je vous ai dit, je n'ai pas de limite, hein, vous me dites. Alors, un petit peu plus pratico-pratique. Selon vous, un recruteur a-t-il intérêt à tenter de mesurer l'intelligence émotionnelle? Comment peut-il l'intégrer dans son process? Oui, oui, oui. Je milite là-dessus. D'ailleurs, moi, je suis même pour qu'on mette ces résultats au score du QE Pro dans son CV. Moi, je milite aujourd'hui à EM Lyon pour qu'à dans la sélection de nos étudiants, y compris en classe préparatoire, ils aient à passer un test d'intelligence émotionnelle avec un haut coefficient. Pourquoi? Pour toutes les raisons que je vous ai dit précédemment, parce que voilà, ça aide à mieux gérer son stress, ça aide à mieux décider, ça aide à augmenter la qualité des relations sociales, c'est bon pour son employabilité. Et en plus, et on vient de le montrer avec mes équipes il n'y a pas si longtemps que ça, on n'a pas encore publié le papier, on a montré que les individus avec un niveau d'intelligence émotionnelle élevé eh bien, étaient les moins toxiques dans l'organisation. Alors, je vais le dire différemment. Les personnes qui ont un niveau bas d'intelligence émotionnelle sont extrêmement toxiques. Moi, je les appelle les enflures toxiques. Ce sont des personnes qui, derrière, vont faire quoi? Vont être machiavéliques et vont avoir aucune conscience de la conséquence de leurs actes sur autrui, qui est fortement liée à l'empathie dont on parlait précédemment. Donc, on a tout intérêt à filtrer et à faire rentrer le moins de loups dans la bergerie que possible. Parce qu'une fois que vous avez fait rentrer dans l'organisation une enflure toxique, quelqu'un avec un score très bas d'intelligence émotionnelle, en plus à un niveau haut, à un niveau hiérarchique haut, ça va être très très difficile de décroter cette personne de sa position. Parce que ces individus-là, qui sont souvent des mélanges entre la perversion narcissique et puis d'autres caractéristiques un peu sombres de la personnalité, ces gens-là, quand on leur donne le pouvoir, derrière, elles le défendent méchamment, fortement. C'est-à-dire que dès que vous venez un peu remettre en cause leur petit précaré de pouvoir, ces personnes-là réagissent de manière épidermique en s'attaquant soit directement à vous, soit à l'image de votre entreprise, soit à votre travail en direct. Et donc, notre réflexe premier, c'est de se dire quoi? C'est surtout de se dire, attends, je n'ai pas envie de me frotter à quelque chose qui pique. Je ne vais pas m'emmerder à aller frotter, même si je sais que cette personne fait beaucoup de mal autour d'elle. Allez, je vais laisser ça à d'autres. Et donc là, derrière, on a un espèce d'effet lapin dans la prairie écossaise. Hein, c'est l'enflure toxique, elle pullule après dans les organisations, comme un peu le lapin dans la verte prairie écossaise, qu'on n'a plus le droit de shooter, hein, que les chasseurs n'ont plus le droit d'aller chasser, et qui derrière prospère à tout va et crée aujourd'hui pas mal de dégâts. C'est la même chose pour une enflure toxique, parce que l'enflure toxique, elle va en plus essayer de recruter des gens qui ont un petit peu son profil, des porte-flingues de l'enflurie toxique qui vont lui être hautement fidèles avec un niveau d'adhésion très très fort. Donc après, une fois que le verre est dans la pomme, c'est très très difficile de l'ôter. Donc moi je suis pour qu'on filtre d'entrée de jeu, notamment sur des postes à responsabilité, avec des personnes qui ont une contagiosité émotionnelle très très forte, on en a parlé avant, et pourquoi pas aussi dans les plans de succession, pour choisir quels vont être les futurs dirigeants de demain, dans ce vivier-là, les sélectionner également à ça. Et nous, on a beaucoup d'entreprises dans plein de secteurs d'activité différents. Ça va du pharmaceutique au BTP, en passant par les telcos, en passant, enfin peu importe, et qui derrière utilisent cet outil comme effectivement un filtre ou comme un propulseur de promotionnel pour les individus. Ok, une dernière. Allez, voilà, c'est bien, c'est bien. Alors, hop, je l'ai perdu. Comment gérer l'inconnu de la date de fin de confinement par rapport à cette période? Ouais, alors l'inconnu, l'incertitude, c'est ce qui vient nourrir l'anxiété, l'angoisse. Ok, donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui maintient ce petit filet d'anxiété, d'angoisse, etc. Mais sachez que, en fait, le simple fait d'être confiné est déjà en soi anxiogène. Il y a des expériences qui avaient été réalisées par l'Agence européenne spatiale, notamment dans les années 90,
Et là, les personnes qui allaient être mises dans un bocal, un peu comme dans une émission de télé-réalité, ces personnes-là savaient quand elles allaient sortir. Donc, c'était sur plusieurs jours, ça allait jusqu'à plus de 130 jours dans une des expériences. Donc, ces personnes-là savaient. Et malgré le fait qu'elles soient au courant, qu'elles puissent conscientiser la date de sortie, on a remarqué quand même que très rapidement, il y a eu des frictions, que très rapidement, l'agressivité montait en puissance, l'angoisse, etc., la mauvaise humeur, etc. Donc, le confinement est presque plus puissant que l'incertitude liée à la date de sortie. La simple chose qu'il faut… On ne sait pas. Aujourd'hui, les gens qui vous disent « Tiens, je sais comment ça va se passer », on les connaît tous et ces futurologues qui, à chaque fois, se plantent dans leur anticipation. Il n'y en a pas un à chaque fois qui a vu juste. La seule chose à laquelle je pense qu'il faut se préparer, c'est se dire, bah tiens, comment est-ce que dans un monde de plus en plus incertain, je vais pouvoir m'adapter et faire que mes gamins s'adaptent au mieux. Moi, je pense que par rapport à cette question-là, la réponse, c'est en boostant, en travaillant son intelligence émotionnelle. Je vais lui donner un autre mot à cette intelligence émotionnelle. C'est une intelligence darwinienne. C'est une intelligence situationnelle. Si vous l'augmentez, si vous la boostez, que ce soit par les petits trucs que je vous ai donnés ou en suivant vraiment du coaching, aujourd'hui promulgué par EM Lyon, vous allez sur ce site QEPro, vous pouvez après demander à être accompagné, suivi, etc. Derrière, vous allez plus facilement apprivoiser et dompter cette anxiété qui est latente. Et vous savez, là, je vais aller encore plus loin dans mon propos et je l'assume totalement. Je suis alsacien. Moi, j'ai mes deux grands-mères encore vivantes. Et l'autre jour, j'avais un discours avec un échange avec l'une d'elles, 90 ans, cette année, et qui est une force de la nature, qui est une rescapée de la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu la faim, qui a vécu les bombes, qui a vécu l'expropriation, qui a vécu l'exode, qui a vécu la mort autour d'elle, avec des copines, des gens de la famille fusillés devant elle. Bon, bref, qui a vu les uniformes des SS, qui a vu tout ça. Et elle m'a dit la chose suivante, et que je trouve assez juste. Elle dit, tu vois, aujourd'hui, les gens ont peur de dire qu'il s'agit d'une guerre. Elle dit, moi, j'étais plutôt d'accord avec ce que disait Macron. Elle dit, mais tu vois, c'est une guerre d'une autre nature. Tous les futurologues, ils vous disent toujours, ouais, d'un point de vue géopolitique, la troisième guerre mondiale, ce sera de grandes puissances nucléaires qui à un moment vont tout faire péter. Le conflit israélo-palestinien qui va déclencher ceci ou cela d'un point de vue. La troisième guerre mondiale, là, ce qu'on vit, ça a une dimension planétaire, mondiale. Ça fait des morts partout, dans tous les pays. Là où il y a des hommes, il y a des morts, en fait. C'est un ennemi qui est présent, qui nous attaque, mais cet ennemi, elle me disait, tu vois, cet ennemi, il est invisible. Et elle me dit, moi, j'étais presque à l'époque, même si on ne savait pas ce qu'on allait manger, on savait repérer quelqu'un, la dangerosité de quelqu'un dans la rue, avec l'uniforme, avec le fusil. Quand il y avait des Messerschmitt ou des machins dans l'air, on les entendait, donc on savait qu'il fallait se planquer. Là, aujourd'hui, l'ennemi, il est invisible, mais il tue. Donc voilà, cette anxiété, elle me dit, moi je comprends qu'elle est puissante, d'autant plus qu'on est dans une société de paix psychique à la base. À la base, on est dans une société de paix militaire aussi. Donc là, ce qui nous arrive, c'est que on a cette paix psychique qui aujourd'hui est attaquée. On a des émotions désagréables en nous qui nous secouent, qui nous font réagir, qui quelquefois nous font peut-être adopter des comportements totalement irresponsables, etc. Il faut lutter contre ça. Donc là, je pense réellement que faut s'adapter à tout ça. Et quand je vous disais, tiens, pour s'adapter au mieux à ça, le mieux, c'est le plus tôt. Et moi, ça fait des années que je milite pour que, à nouveau, soit enseigné dans les écoles cet outil qui est presque un outil survivaliste psychique pour mieux s'adapter à cette angoisse, cette anxiété, qui est notre nouvel ennemi dans cette société psychologique. Je crois qu'aujourd'hui, les soft skills sont beaucoup plus hard skills qu'il y paraît, et on a intérêt à se muscler là-dessus davantage pour mieux s'adapter dans cet univers psychologique et psychologisé.
Bien, écoute, c'est 18h52. Je pense qu'on a assez abusé de ton temps. C'était très intéressant et on a reçu énormément de questions. J'ai essayé de faire des raccourcis parce qu'il y en avait plusieurs qui se regroupaient, évidemment. On n'a pas pu répondre à toutes, mais elles se ressemblaient. Donc, on était plus de 400 inscrits à la conférence ce soir. Merci à tous pour votre Merci à vous. présence et merci à toi, Christophe, pour ta disponibilité, cette intervention de qualité. On se Merci à dit vous. Et au revoir. je peux dire juste une dernière phrase. Bien sûr, bien sûr. Juste parce que j'ai conversé avec lui avant, avec Nando Parado. C'est un des survivants de ce crash dans la cordillère des Andes dans les années 70. Certains d'entre vous, ça doit vous rappeler des souvenirs de lecture. Il y a un best-seller qui est sorti, voilà, les survivants là-dessus. Donc, c'est une équipe de rugby. Et pour survivre, ben, vu qu'il y avait une faune et une flore absolument pas nutritives au beau milieu de la cordillère des Andes, ben, ils ont dû se nourrir de la chair humaine des. Et Nando Parado, donc, c'est un des survivants, un des 16 survivants de cette épopée-là. Et c'est lui qui est allé sauver en binôme avec un de ses camarades. C'est les autres qui étaient restés près de la carlingue. Et il avait traversé la moitié de la cordillère des Andes, équipé comme ça de manière très aléatoire pour aller chercher les secours. Et Nando Parado il a dit une chose, et je la développe justement là dans mon dernier bouquin, la contagion émotionnelle. C'est vrai que vous avez plein d'outils aussi là-dessus, des sas de décontamination. Si ça vous intéresse, il y a plein de trucs dans ce bouquin qui collent à tout ce qu'on vit. Et ce bouquin, malheureusement, annonçait en fait. Il est paru l'année dernière, il annonçait ce qu'on vit là. Donc, bon, bref, j'ai aucun mérite à ça. Mais bon, au moins, il y a des outils aussi qui sont proposés là-dedans. Et Nando Parado, il me disait la chose suivante. Il me dit, tu sais, Christophe, la peur nous sauve, la panique nous tue. N'ayez pas peur de la peur, c'est une information, elle est utile, elle nous a permis de revisiter tout un tas de gestes, de comportements dans notre hygiène de vie. Alors tout le monde ne l'applique pas, mais quand même une grande majorité. Voilà, cette peur-là, elle nous est utile, mais il ne faut juste pas en être prisonnier et il ne faut pas juste l'alimenter systématiquement avec des chaînes d'infos, avec un emballement comme ça qui ferait qu'on passerait à la panique, qui, elle, serait désastreuse et nous amènerait justement à des choses plutôt peu heureuses. Donc, gardons espoir. La peur amène à l'énergie du désespoir, qui est finalement l'énergie de l'espoir. Et c'est elle qui nous sortira aussi de tout ça. Voilà, je vais finir là-dessus. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. À très bientôt.